Salut, Salut! bienvenue sur cette vidéo, encore une vidéo avec Quentin. Et là aujourd'hui on va parler un peu du monde de la première loi de Joe Abercrombie, parce que Quentin vient de finir toute la série, et du coup on va partager un peu ses impressions. Moi j'en ai déjà pas mal parlé, mais bon Quentin aussi, il va nous partager un peu qu'est-ce qu'il en a pensé. Donc c'est parti. Donc la première loi, c'est une série, c'est la première loi. Après il y a Terre de sang et après il y a L'âge de la folie. Donc c'est trois trilogies qui se suivent en fait, où il y a des personnages qui reviennent. Et les trois sont de Joe Abercrombie. Ils se situent dans le même monde et c'est sur une trentaine d'années, voilà, entre le premier de la première loi et le dernier de L'âge de la folie. Il y a une trentaine, peut-être un peu plus qui passe. Donc il y a des persos qui sont transversaux, qui vraiment se retrouvent dans toute la série, et d'autres qui vont venir. Et après il y a les enfants de certains. Voilà, c'est une longue épopée, disons. Et c'est, voilà, Joe Abercrombie, je crois que c'est dans les années 2000, je crois le premier c'est 2006. Et le dernier, L'âge de la folie, le dernier tome, il est sorti l'année dernière. Donc voilà, il a mis quand même une quinzaine d'années à écrire tous ces tomes-là. Donc voilà, c'est aussi une longue série de 9 tomes qu'on va partager aujourd'hui. Et donc, Quentin les a lus, là, ces derniers mois, tu as fait toute la série à la suite. Ouais. Vraiment du début jusqu'à la fin, comme ça, tu avais toutes les références. C'est vrai que quand on a fait la vidéo sur les archives de Rochard et sur notre top de lecture, ça m'a vraiment intrigué le fait que t'en parles autant. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de les lire. Et puis, bon, voilà, du coup, j'ai pu commencer à les lire. Et c'est vrai que je suis bien rentré dedans. Et moi, j'ai tendance, quand je commence une histoire, à vouloir la lire jusqu'au bout. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les trois premiers, qui sont vraiment, on suit Logan, on suit Gézal, Dal-Nutar, Glodka, voilà, on commence... en fait, les personnages qu'on suit dans le premier arc, moi, ils m'ont beaucoup parlé, Ouais. et ça m'a plu de les suivre. Ceux de l'arc d'après, comme c'est un peu différent, et je pense que chaque livre après a vraiment sa couleur, et donc j'en parlerai autrement. Et puis la dernière trilogie où pareil on suit c'est encore d'autres personnages, Même s'il y en a qui reviennent. même s'il y en a qui reviennent, mais ceux qu'on suit c'est plus les mêmes exactement. Ouais, c'est plus les mêmes. Et du coup on voit les anciens par le regard Des nouveaux. des nouveaux. Ouais. Et non, moi ça m'a beaucoup marqué, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les lire. Je me souviens que ce que tu disais c'était beaucoup sur la qualité des personnages, de l'écriture des personnages et de l'écriture des dialogues. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez jouissif dans chaque interaction avec les personnages. J'ai vraiment ressenti ça aussi. Ouais. Dans leur caractère et dans leur façon d'interagir les uns avec les autres, et en fonction des rapports entre guillemets de pouvoir ou de domination qu'ils ont les uns envers les autres, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux à cet endroit-là. Et tu sens tout le monde joue un jeu. Tout le monde joue un jeu, et tout le monde essaie de tirer le meilleur. Mais c'est assez bien écrit. Ouais, moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est dans la première trilogie, c'est qu'en fait tu vois un perso, tu vois à travers ses yeux ce qu'il pense, etc. Puis hop, il nous décrit un autre personnage, et après on voit l'autre côté. Donc en fait, comme un personnage se perçoit, et comme un autre le perçoit, c'est vraiment, il y a un décalage à chaque fois, et c'est vraiment ça, c'est super bien. Enfin, je vois avec Logan, comme lui il se perçoit et tout, puis ceux qui le voient, Logan, ils voient un énorme gars barbare et tout, plein de cicatrices. Ils ont presque peur de lui, alors que lui à l'intérieur, tu vois qu'il est tout innocent et tout, enfin, et qu'il a plein de parties très naïves de lui. Donc, et en fait, c'est vraiment ce décalage-là où en fait tu vois les persos de chacun un point de vue différent, et il a cette capacité à, tu vois, il y en a un qui est super content d'un truc, assez génial comment ça s'est passé, puis pouf, tu passes un autre personnage qui parle de la même chose, il dit ah, mais c'est de la grosse merde. Donc en fait c'est ça qui est très riche, c'est que il a cette capacité à, que tu rentres dans chaque personnage, et chacun a vraiment sa personnalité, et tu le sens juste par 2 ou 3 phrases, il arrive à te faire sentir que là on est dans la peau d'un autre personnage, et il voit vraiment le monde d'une autre manière, et ça c'est super. Enfin, dans la première série j'avais adoré, quoi. Il y a aussi une histoire où quand tu la commences, tu sais pas comment ça va finir, et ça c'est bien aussi. Il n'hésite pas à nous envoyer sur des fausses pistes. Moi, combien de fois j'étais persuadé qu'il se passait tel ou tel truc, et puis qu'en fait pas du tout, je m'étais fait avoir par les infos erronées. Et parce qu'il y a aussi beaucoup d'intrigues, on comprend pas forcément tout depuis le début, on sait pas qui maîtrise quoi, qui sait quoi, et c'est vrai que moi j'aime bien, et notamment ce genre un peu de retournement de situation où c'est que au moment de la révélation de ce qui s'est passé que tu te dis
tout du long, tu peux avoir une attente en te disant oh là là, peut-être qu'il s'est passé ça, ou peut-être qu'ils vont avoir décidé ça. Et en fait, à la fin, il s'est passé autre chose. Des fois, t'es content, et des fois, moi, c'était un peu la fin, du dernier arc. J'étais là, c'est une bonne fin, mais il y a un côté un peu aigre-doux. Un peu aigre-doux, ouais. Ce que j'aimais bien aussi, justement, c'est qu'il y a chaque personnage vit dans son propre drame aussi, ou de sa vie, de ses propres quêtes, de ses propres. Ils sont tous, comment on appelle ça ? Ils sont tous torturés. C'est tous des personnages torturés de leur propre quête intérieure, leurs propres démons. Et en fait, derrière, il y a aussi la trame du mage Bayaz avec sa guerre personnelle qui, depuis des millénaires, continue d'exister. Et en fait, qui s'en fout des personnages qu'il y a devant lui. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est juste continuer à plus de pouvoir, continuer à gagner. Et en fait, les petits drames personnels, finalement, ils sont complètement effacés. À la fin des tomes, ils sont complètement effacés par voilà, cette énorme guerre en arrière-plan que finalement, on a très peu de détails. Tout du long, il y a des petits détails, mais on ne sait pas, en fait, on ne comprend pas tout. Et dans la première, avec tous les dévoreurs... il y a plein de parties, en fait, que c'est vraiment dans les dernières pages du dernier tome, enfin du 3e tome, que tu dis, ah ouais, d'accord, je comprends un peu mieux. Hein, oui. Et même, il y a des personnages, les grands méchants, finalement, tu vois, ils apparaissent pas, en fait. Ou même, il y a plusieurs persos qui sont importants, mais Kaloul, ouais, c'est ça. C'est ça. Ou même les autres mages aussi, ils apparaissent très, très, très peu. Donc, en fait, on n'a qu'une partie de l'histoire, mais en même temps, ils ont un impact énorme sur la vie des personnages, ou la vie des royaumes, etc. Donc, c'était vraiment... ouais. Ça, moi, tu vois, je m'attendais plus, justement, qu'il y ait plus de description de ça, tu vois, de l'histoire en général, de la légende derrière, ou l'histoire de fond, comme font la plupart de la fantasy. Mais en fait, lui, il fait ce pari-là de pas le présenter, de pas... Même la magie, c'est très peu clair, on sait pas trop comment fonctionne la magie. Il y en a, mais aucune idée de... Voilà. Et en même temps... c'est pas très important tellement les personnages sont croustillants, leurs relations entre eux sont croustillantes, on veut plus être dans leur tête pour comprendre leur torture, et en fait c'est juste. Et puis même après, moi ce que j'ai adoré, c'est dans Terre de Sang, la deuxième trilogie, où c'est des personnages secondaires, Shivers, Bremer, il y en a plein qui sont que tu rentres après, tu commences à les connaître un peu mieux, et ils sont aussi tous géniaux, ils ont aussi leur profondeur, leur torture personnelle, et il arrive en fait à faire une cohorte comme ça de personnages qui sont bons, quoi, qui sont tous bons. Pour moi, il n'y a pas un personnage qui est plat, quoi, en fait, tu dis, bon, mais lui, il se passe rien. Tous, ils ont leur truc, même quoi. Les petits personnages qui apparaissent juste comme ça, dans le détail d'un chapitre, parce que... et notamment, il fait ça il fait ça plusieurs fois dans ses livres, à un moment donné où tu suis une scène de combat, et en fait, tu disais, des fois, tu vois d'un point de vue et d'un autre, etc. Mais il y a une scène notamment marquante, moi, que j'ai trouvé assez incroyable, dans une bataille dans les héros. Ouais. Alors déjà, le livre en tant que tel, c'est une bataille. Ça, juste, c'est un seul livre et t'as juste la bataille. Et du coup, t'as tous les... Mais t'es tenu en haleine, quoi, parce que c'est toujours bien ficelé. Et t'as un chapitre, notamment, où c'est un combat, à un moment donné, et t'as un mec qui tue un mec ou qui se fait tuer. Et du coup, tu passes de son point de vue à lui à celui qui l'a tué. Et tu passes de fil en aiguille, comme ça, d'un personnage à un autre, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt. Et je trouve ça marquant dans le fait d'être immergé dans l'action. Il y a vraiment cette sensation dans son écriture, elle nous immerge dans cette action-là. Et en même temps, dans quelques lignes, il arrive à poser un personnage, enfin poser, tu vois, bon après parce qu'on a les références, tu vois, des barbares, on sait d'où ils viennent vite fait, mais il arrive à poser une personnalité en 3-4 lignes, poum, tu sais d'où il vient, et ça c'est très fort, quoi. C'est vraiment très fort. Il a vraiment cette capacité-là. Moi, j'ai pas trouvé encore, peut-être un peu dans Game of Thrones, où il y a un peu des fois cette profondeur-là dans les personnages, ou cette capacité d'écriture. Mais enfin, les héros, moi, c'était un de mes préférés. Enfin, tu vois, maintenant, avec le recul, je sais pas quelle trilogie je préfère, parce que la première, c'est les premiers persos, c'est l'amour que je porte à ces personnages. Celle du milieu, c'est 3 histoires différentes, mais en même temps, moi, les 3 histoires m'ont captivé. Et la fin, enfin, l'âge de la folie, ça va encore plus loin, les concepts. C'est une autre époque aussi. Et puis, il y a les enfants. Et donc, ça a plus de profondeur. Et donc, du coup, je sais pas... Voilà, chacun a comme un affect particulier sur chacune des séries. Mais moi, j'ai adoré les 3 du milieu aussi, Servir froid, les héros et Pays Rouge.
J'ai trouvé les 3 aussi géniaux, quoi. Et voilà, et justement des personnages secondaires qui deviennent Casco. Koska. Ouais, Koska aussi devient un personnage génial. Shivers, c'est un de mes préférés aussi. Enfin, il y a tellement de personnages qui sont complètement secondaires qui deviennent après importants. Et je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment un des meilleurs auteurs pour moi de fantasy dernièrement, même si sa construction du monde est pas ouf, le système magique moyen, mais en fait l'histoire, les personnages, pour moi il y a personne qui arrive à la cheville en fait. Et même dans la description des actions, ce côté immersif, moi j'ai l'impression, des fois il peut y avoir dans la fantasy peut-être des descriptifs, si tu prends du Tolkien par exemple, il y a des descriptions qui sont très très longues. Là il s'attarde pas trop sur le descriptif, mais plus sur la façon dont les gens ils perçoivent les choses et tout, et de la façon dont ils perçoivent par exemple l'autre qu'on voit pas ou qu'on sait pas forcément qui c'est, notamment dans Servir froid. Pas dans Servir froid, dans Pays Rouge, t'as des personnages qu'on connaît mais qui sont pas du tout décrits de la même, enfin qui sont décrits autrement ou par d'autres regards. Du coup tu fais ah oui d'accord. Moi j'ai beaucoup, je crois que, alors individuellement ce serait compliqué, en tout cas dans les 9, mais je pense que moi la dernière trilogie m'a marqué parce que elle se concentre encore plus sur les enjeux politiques d'un monde pré-industriel un peu, c'est ça. Là où la première trilogie est plus d'un côté encore médiéval, héroïque médiéval, quoi. Donc avec des personnages qui ont un peu ces archétypes-là. Dans la dernière trilogie, les archétypes sont moins forts de ce côté-là, mais par contre des personnages hyper intéressants. Et qui cherchent leur place. Et c'est vraiment dans un monde qui est en transition, où chacun cherche sa place. La plupart, ils se plantent. Et avec tous des positions différentes. Et peut-être aussi des persos féminins aussi, aussi. Plus marqués. Parce que c'est vrai que la première trilogie, il y a un perso féminin qui est un peu marquant. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez en retrait. Mais là, il y en a plusieurs qui sont vraiment des très très bons persos, quoi. Globalement, ces personnages féminins, moi je les trouve tous hyper intéressants, même dans les Monza, Moncaro ou dans. Comment elle s'appelle dans Pays Rouge. Pays Rouge, je me rappelle plus. Ouais, c'est vrai qu'elle est très bien aussi. Et elles sont toutes bien écrites. Enfin, ouais, il y a vraiment. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple Savine. Parce que il y a un côté où on s'attache à elle, alors qu'il y a un côté d'elle qui est juste, ce serait une personne dont on pourrait la voir comme quelqu'un d'hyper antipathique. Mais on s'attache à elle, on s'attache à ses ambitions, on s'attache à... Et on a envie d'une certaine manière qu'elle s'en sorte, même si... Et ouais, et moi c'est vraiment ce truc-là, ce côté... Moi ça m'a plongé dans un peu le côté révolution française ou quelque chose comme ça, où je me suis dit, mais en fait, tout le monde partait avec des bonnes intentions à la base. En fait, c'est quand même le gros merdier, quoi. Sauf la juge. Mais c'est vrai que ce truc, justement, c'est peut-être ces questions de la civilisation. En fait, on vit dans un monde civilisé, mais ça ne tient qu'à un fil. C'est vraiment un thème qui est développé, surtout dans les derniers tomes, surtout le dernier tome de l'Âge de la Folie, où c'est vraiment un truc, c'est vraiment... Enfin, moi, je l'ai senti en arrière-plan un peu de... Voilà, on est sur un fil de tomber dans la barbarie, et en fait on peut tellement y aller vite, quoi, tellement la civilisation ça reste, c'est vraiment, on est sur le haut de la vague, et puis voilà, on peut tomber de chaque côté, et c'est vraiment un thème que dans les autres tomes, dans les autres séries, elles sont pas du tout développées, parce que le monde est différent, et puis tout cet aspect aussi de la révolution, on va changer et puis en fait c'est juste affreux. Enfin, il décrit aussi il y a l'idéal des personnes qui veulent un monde meilleur, mais en fait, ils sont dans un miasme. Ça arrête pas de retomber dans des trucs horribles, quoi. Puis tous les personnages, notamment Shivers, par exemple, des personnages qui, à un moment donné, font un choix un peu de rédemption ou de... je veux être meilleur parce que la vengeance ne sert à rien, etc. Ils se retrouvent dans des situations encore pires qu'avant, où il est obligé de... Chacun est obligé de faire face à qui il est vraiment. Il y a un peu ce truc-là. Ils sont obligés de. Mais il y a tout l'arc de Brod aussi, le taureau. Le taureau, c'est ça. Bulle. Non, je ne sais plus. Brod, mais c'est pareil. C'est un personnage aussi qui est un nouveau personnage du coup dans la 3e série et qui a aucun lien avec aucun des personnages d'avant, et en fait qui aussi
qui part loin, quoi. Tu te dis, non, c'est bon, il a remonté la pente, mais en fait, après, il redescend dans un truc, t'es là, waouh, ça va tellement... Enfin, il y a ce truc, je pense aussi, Joe Abercrombie, il aime ce truc de la noirceur. On a tous une part de noirceur et on peut des fois y retomber très vite. En fait, une situation peut nous amener très vite à refaire une partie de choses qu'on a fait, de actes qu'on déteste. Et ben, on peut y retourner très vite si la situation dérape, quoi. Et ça aussi, c'est des thèmes qui reviennent plusieurs fois, autant dans la première série que dans les trois. J'ai trouvé, c'est des thèmes, ça, que je pense que l'auteur aussi aime beaucoup aborder, quoi. C'est la noirceur un peu de l'âme humaine. Moi, ça m'a fait penser un peu, et je pense que c'est pareil que d'autres BD. Je me rends compte que c'est des BD que je conseillerais pas non plus à des ados. C'est vraiment de la littérature adulte, notamment parce que tu as des scènes qui sont quand même assez violentes. Voilà, des scènes de torture ou des choses comme ça, parce qu'on est quand même dans un monde où il y a l'Inquisition et on a un personnage qui est inquisiteur et que du coup il est amené à faire des choses assez terribles. Et ouais, moi ça m'a fait vachement penser à l'écriture du Sorceleur. Dans cette noirceur et ce côté, il n'y a pas de bien et de mal, en fait. Il n'y a jamais ça. Il y a un peu cette culture du moindre mal, même si c'est pas aussi clairement dit. C'est moins clair, mais il y a un peu ce truc-là au niveau des enjeux. L'ambition des personnages, en fait, c'est plus. Il y a beaucoup de trucs de. C'est souvent, surtout dans la dernière série, je trouvais avec Léo, tu vois, le personnage de Léo qui c'est un personnage terrible, en fait, qu'au début tu l'admires et tout, puis en fait plus le temps passe, plus t'as moins envie de l'entendre parler, parce il part dans un truc, mais c'est ça, en fait, c'est vraiment l'ambition personnelle, l'ego, toutes ces questions là aussi prennent beaucoup de place. Et en même temps, celui qui est en arrière-plan, Bayaz, qui les domine tous, et ben il est aussi terrible. Enfin, c'est le plus terrible de tous, quoi. Et t'es là, waouh, mais ça, en fait, ça finit jamais. Mais en même temps, c'est tellement, ouais. C'est pas, vu le ton du livre, c'est vrai que c'est pas une série où tu te dis, ça va être un final fleuri avec la princesse qui va se marier au prince et le monde, ils vont avoir beaucoup d'enfants. C'est pas ce type-là d'histoire. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu aigre-doux la fin, même si elle est satisfaisante, mais elle est un peu aigre-doux. Et en fait, tous les tomes terminent de cette manière-là, un peu où les personnages ont lutté pour quelque chose, tout pendant une quête infinie, enfin très très longue. Et après, à la fin, c'est aigre-doux, quoi. Parce que ils ont peut-être pas fait les bons choix, pas fait les bons actes et tout. Donc c'est intéressant aussi de voir ça, en fait c'est gris. C'est pour ça qu'on appelle ça de la grimdark. C'est parce que c'est pas un monde blanc et un monde obscur. Sinon là, c'est vraiment, on est dans cette partie grise de l'être humain, et c'est ça qui est super aussi intéressant, quoi. Moi, presque, j'ai fini en me disant, il y a presque une critique sociétale, que ce soit dans la conception des gens qui ont le pouvoir et qui... Bayaz, très clairement, on sent le mec qui considère que l'être humain est inférieur, en fait, d'une certaine manière, parce que lui, il sait, et lui, il a toujours fait. Donc toute âme est sacrifiable pour arriver à ses fins et tout. Et il y a vraiment ce truc-là, du coup, qui met un système. En plus, il utilise les banques, qui est une. Il y a vraiment un truc de. Enfin, en tout cas, moi, je me suis demandé si l'auteur, il avait une intention à cet endroit-là de venir dénoncer, ou en tout cas de montrer la perception qu'on pourrait avoir d'un système. Certains personnages qui sont prisonniers aussi de ce système de Broad dont tu parlais, tu vois. Lui, il est piégé. Il est piégé parce que il a sa femme, sa fille qui veut qu'il soit heureuse. Il est piégé dans sa propre... ce que lui, il a dû faire pour faire en sorte de rentrer dans... Et c'est assez terrible. C'est ça aussi qui fait qu'on a de la sympathie, même pour les personnages les plus... Bon, à part Bayaz, mais des personnages comme Glodka, par exemple, qui fait des horreurs. Mais on a de la sympathie pour lui parce que... il est torturé, parce qu'il a une partie de faiblesse, oui, c'est ça. Mais pour le coup, une bonne lecture bien immersive, qu'on peut séparer, même si il me semble que toi, tu as lu les derniers un peu plus... T'as pas tout lu à la suite. En fait, le troisième tome n'était pas encore sorti. Quand j'ai lu toute la série, il me manquait le troisième tome qui n'était pas encore traduit. Du coup, là, j'ai relu L'Âge de la folie, juste les 2 premiers tomes là, à Pâques.
Et du coup, j'ai enchaîné avec le 3e tome pour bien voir toute l'histoire, même si les persos qui reviennent d'avant, je les avais pas aussi finement que si j'avais tout lu à la suite. Par rapport aux séries que tu as lues, un peu, où tu le situerais un peu, avec un petit peu de recul comme ça, où tu l'as situé dans un top. Dans un top ouais. Franchement, c'est dans mon top 5, je pense. Ouais. Ça dépasse pas... je sais pas si ça dépasse les archives de... C'est sûr que ça dépasse pas les archives de Rorschach. Je sais pas si ça dépasse pas Fils de Brume. Je crois pas, parce que Fils des Brumes, il y a un attachement particulier. Mais très clairement, je le mets au même niveau que le Sorceleur, même peut-être au-dessus. Rien que pour le fait qu'il y ait une multiplicité des personnages et qu'ils soient tous intéressants. Dans le Sorceleur, il y a des personnages qu'on croise qui sont peut-être pas aussi finement décrits et moins intéressants. Et puis c'est vraiment plus centré sur Geralt, etc. Mais là, pour le coup, rien que pour les personnages et pour... je trouve que je disais, c'est un peu aigre-doux à la fin. Mais en fait, c'est le genre de fin qui fait que... le livre il te reste en mémoire, il y a un peu ce truc là, c'est une bonne fin quoi, c'est comme un film, on n'a pas envie qu'il finisse trop gentiment, et il y a une fin qui a du sens et une fin qui est marquée émotionnellement quoi. Ouais, et puis moi ça accompagne, même si je l'ai lu ça fait longtemps, mais les personnages sont là à présent, donc pour moi un livre qui est bon aussi, c'est celui qui t'accompagne sur la longueur, tu te rappelles tel ou tel passage du livre ou l'affect qu'il y avait pour certains personnages. Moi je m'en souviens quand j'avais lu Pays Rouge, et qu'il y a des personnages qui reviennent, qui étaient là, waouh, il revient, c'est trop bien, et tu vois, il y a un truc de dire, ah mais c'est génial, je veux pouvoir savoir un peu plus de qu'est-ce qui lui est arrivé à tel personnage. Et c'était, tu dis, en fait t'as pas envie de les lâcher, donc si un truc, j'ai pas envie de lâcher des personnages, ça veut dire que ça m'a vraiment plu quoi. Un mot pour terminer ou... Lisez Joe Abercrombie, c'est top. Bon voilà, c'était un peu retour autour de ce monde-là, le monde de la première loi, qui est un tome qui m'a beaucoup marqué. C'est vraiment quelque chose. Et puis après ce que nous a partagé Quentin, peut-être lui aussi, je pense que c'est quelque chose de la très bonne fantaisie. Donc lisez la première loi, ça vaut vraiment la peine. Mais encore une fois, c'est de la fantaisie adulte épique. Ouais. Faites pas lire ça aux enfants de 14 ou... C'est ça, pas encore. Plus tard. Allez, ciao. Ciao.